Voilà, bienvenue donc pour cette fin d'après-midi sur la thématique de l'évolution des dispositifs conventionnels de la métallurgie évoqués dans le cadre de notre 44e congrès. Alors après cet exercice commun de cotation qui a fait un petit peu débat, on vous propose de poursuivre justement le débat avec M. Hubert Mongon, qui est le délégué général de l'organisation de la métallurgie, côté patronal. Et normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir établir le direct. Et vous devriez pouvoir voir M. Hubert Mongon. Vous pouvez le saluer. Et il a... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Alors, je précise tout de suite qu'il y a peut-être une seconde et demie de décalage, donc on va faire en sorte que... Et normalement, il a le retour salle, c'est-à-dire qu'il vous voit, donc il va pouvoir sentir la ferveur du débat. Et en tout cas, je vous remercie, monsieur, d'avoir accepté cet échange dans ces conditions-là. Et ma foi, la technique est au rendez-vous. C'est super. Puisque je vais participer à cette table en tant qu'invité, je vais laisser la main à quelqu'un qui se faisait un plaisir et un honneur d'animer cette table ronde en direct. Il s'agit de Michel Foll, qui va prendre une minute pour présenter les trois collègues qui sont ici et qui sont censés échanger avec vous. Et j'invite aussi Fabrice Nicou à nous rejoindre. Voilà, donc on va se déplacer vers les chauffeuses. Alors, bienvenue Fabrice, qu'il n'est pas besoin de présenter, ça va nous gagner quelques minutes. Quant à nos trois invités, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'il était difficile dans la configuration dans laquelle on est de faire participer toute la salle malgré la qualité de la vidéo. Donc nous avons difficilement sélectionné trois représentants et ceux-ci auront à cœur de non seulement participer au débat, mais essayer d'exprimer ce que vous-même avez comme questionnement par rapport au sujet qui est le nôtre, à savoir l'évolution du dispositif conventionnel. Ils peuvent se présenter d'une phrase peut-être, car ils sont tous adultes. Donc, priorité à Christine. Donc, je m'appelle Christine Léman. Excusez-moi pour la voix, mais c'est vrai que la clim contribue à cette détérioration, et pas seulement sur moi, mais sur de nombreuses personnes dans la salle. Mais on va essayer de poser les questions. Donc, je suis Christine Léman et je suis déléguée syndicale dans une entreprise qui s'appelle Prismion, qui est un groupe international. Bonsoir. 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 Donc, Bruno Azière, délégué syndical central pour le groupe Renault. Bonsoir, Xavier Daéron du syndicat aéronautique Espace Défense et je travaille chez Airbus Avion où je suis délégué syndical central adjoint. Bien. Bonsoir également. Eh bien, écoutez, compte tenu du temps que nous avons, qui est de 3/4 d'heure, on ne va pas, bien sûr, entrer dans tous les détails et on ne va pas non plus faire de philosophie. Désolé pour les philosophes, on va essayer d'être vraiment pragmatique et vraiment d'amener des points de clarification. Et pour cela, je voudrais quand même, pour commencer par une question facile, en tout cas facile à formuler, peut-être demander à Hubert Mongon s'il a une idée en fonction de l'état d'avancement des travaux, d'une date, parce que tout le monde se pose ici la question, quand diable ce nouveau dispositif va-t-il pouvoir se mettre en œuvre? Est-ce que vous avez, côté UMM, je dirais une estimation? Est-ce que vous avez des points qui vous font penser que le dispositif, pour telle ou telle raison, pourrait être reculé ou pas? Ou est-ce qu'on navigue un petit peu à vue en fonction? Enfin, bien, écoutez, merci pour cette question. Je voudrais avant toute chose saluer l'ensemble des participants de ce congrès et vous remercier infiniment, M. Artero et toute l'équipe, pour votre invitation. On y est extrêmement sensible. Je trouve qu'on trouve là, je dirais, les fondements d'une nouvelle forme, je dirais, de dialogue et de construction sociale.
Et à ce titre, de façon très sincère, je voudrais vous remercier pour votre invitation et pour votre accueil. Le point que vous soulevez renvoie, je dirais, à la profondeur et à la complexité du projet, sur lequel nous travaillons tous depuis maintenant pratiquement plus de 2 ans. Et je voudrais d'ailleurs, à ce propos, souligner la qualité du travail qui est fait par l'ensemble des organisations syndicales, et évidemment par votre organisation. Et j'ai souvent l'occasion de le rappeler lorsque je me déplace dans les territoires auprès de nos entreprises et de nos adhérents. On a affaire là à un chantier, je dirais, tout à fait exceptionnel. J'ai l'habitude de dire que c'est sans doute la plus grosse branche, pas la première, parce que je crois que les matériaux de construction ont également fait un travail de ce type il y a quelques années, mais évidemment dans des proportions qui ne sont pas tout à fait les mêmes en termes d'effectifs et d'entreprises concernées. Mais nous sommes face à un chantier tout à fait exceptionnel. On a l'habitude de dire entre nous que c'est le chantier d'une vie en matière sociale, puisque nous avons collectivement décidé, vous le savez, de réfléchir à ce à quoi pouvait ressembler le projet social de l'industrie et de la métallurgie du XXIe siècle. Et à ce titre-là, nous avons collectivement mis la barre très haut dans ce que nous avions décidé de faire, puisque l'idée, c'est de reprendre 7000 pages de textes. Vous savez qu'on a actuellement en France 77 conventions collectives territoriales, un certain nombre d'accords nationaux, et ceci depuis les années 50, donc depuis l'après-guerre, et que la volonté qui a été la nôtre collectivement, c'était de prendre notre destin en main, d'essayer de trouver les éléments, je dirais, de convergence qui nous amenaient à construire ce projet historique, et puis évidemment de faire en sorte que l'on puisse avoir un projet équilibré, comme l'UMM avec ses partenaires sociaux sait le faire depuis maintenant des décennies et des décennies, et d'avoir effectivement en ligne de mire un projet qui soit simple à comprendre pour tout le monde. On dit souvent quand on échange avec nos entreprises que tous les salariés de la branche qui soient arrivés il y a quelques jours ou qui sont là depuis plus longtemps soient capables de comprendre ce que l'on fait sans avoir à ses côtés un dictionnaire ou une encyclopédie. On a besoin d'avoir des textes simples, on a besoin d'avoir des textes qui soient juridiquement stabilisés, de façon à ce que ni les employeurs ni les salariés se sentent en situation de risque technique ou juridique quant à l'interprétation et à la compréhension des textes. Donc ça nous oblige à un énorme travail, on va dire, d'ingénierie que l'on fait avec vos organisations, pour essayer d'être sûr à chaque fois d'avoir la bonne notion, la bonne formule, la bonne expression, et que ça soit le plus simple possible. Ce que l'on veut également, c'est que ce soit un projet équilibré, et dans la philosophie de l'UMM, vous disiez tout à l'heure philosophie, je le reprendrai à mon compte également, puisque l'idée c'est d'avoir, et c'est très important pour nous, j'insiste un petit peu lourdement avec vous aujourd'hui, un projet qui évidemment ait tout son sens au plan économique et social. Nous sommes convaincus à l'UMM que nous n'arriverons pas à faire en sorte que l'industrie puisse avoir toute la place qu'il mérite dans le pays si nous ne sommes pas en capacité de construire ensemble un socle de règles sociales qui déboucheront évidemment sur des pratiques et qui puissent correspondre aux attentes, et j'insiste lourdement, non seulement des entreprises et des chefs d'entreprise et des employeurs, des entrepreneurs d'aujourd'hui, qui, je vous le signale et je vous le souligne, parce que c'est quelque chose qui nous frappe beaucoup et depuis de nombreux mois à l'UMM, des chefs d'entreprise qui ont fait énormément évoluer leurs attentes en matière de contribution de ce que peut apporter une branche comme la nôtre, avec beaucoup de choses qui évoluent par rapport à des générations anciennes. Et puis évidemment, et ça vous le savez mieux que nous, du côté des salariés, des attentes qui sont en pleine révolution ou transformation. Et c'est vrai qu'on a à cœur les uns les autres, sur chacun des thèmes que nous travaillons, de faire en sorte que l'on puisse avoir sur chacun des sujets la bonne perception, la bonne compréhension et, si possible, les bonnes propositions. Et c'est un exercice extrêmement compliqué. Totalement passionnant, mais très compliqué. Et à ce titre, je pense que vous le savez, nous sommes extrêmement observés par un certain nombre d'acteurs. Évidemment les médias, mais l'administration du travail, le gouvernement, le pouvoir politique.
Et quelque part, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est un chantier qui, quelque part, vise à prendre en main notre destin. Et je sais qu'on est, entre guillemets, entre nous, métallurgistes, pour faire en sorte, en tout cas tenter de faire en sorte que le destin qui est celui de l'industrie et de la métallurgie soit écrit par ceux qui le comprennent et qui sont tous les jours dans les entreprises et tous les jours sur des postes de travail, qui vivent l'industrie et qui vivent la métallurgie, et qu'on ne soit pas face à des gens qui nous expliquent des choses qui ne correspondent pas aux objectifs qui sont les nôtres. Monsieur Morgon, juste je vais essayer de répondre à votre question maintenant, précisément. Oui, parce que pardon, après tout ce plan, donc on a encore plus hâte de savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, car on n'est pas dans le vif du sujet. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une idée mais je tenais à cette introduction parce qu'elle est après, on va rentrer, parce que ça n'est rien à côté des questions qui vont suivre de la part de nos invités. Donc, j'essaierai d'y répondre très précisément. Alors, vous avez en tête que nous avons donc 9 thèmes sur lesquels on travaille. À l'heure où nous parlons, nous avons traité et mis en réserve ce que nous avons appelé entre nous les principes généraux et l'architecture générale, qui visent, vous le savez, à essayer de construire ce qu'on appelle pour l'instant un socle commun de principes, qui seront des principes sur lesquels à la fois les entreprises et les salariés se retrouveront, quel que soit, je dirais, le territoire sur lequel ils travaillent. Le deuxième chantier qui est pratiquement terminé, on est maintenant dans les réglages, c'est celui des classifications. On va en parler. Donc à l'heure où nous parlons, on travaille avec l'ensemble des organisations et donc la vôtre sur la mise en place effectivement d'un glossaire, d'un certain nombre d'éléments de réglage quant à la mise en place opérationnelle du dispositif, et on s'assure que le référentiel que nous avons construit ensemble soit simple, efficace, concret et cohérent par rapport aux objectifs des uns des autres. Donc ça, c'est plutôt derrière nous, on va y revenir, mais je dirais les choses sont normalement assez claires. On a également fini la négociation sur tout ce qui était temps de travail, durée du travail, organisation du travail. Ça a été un très très gros chantier qui s'est terminé à l'automne l'année dernière. Nous sommes, à l'heure où nous parlons, en train d'essayer, et c'est pas facile, je pense que vous aurez peut-être des questions également là-dessus, de travailler sur ce qu'on appelle les relations individuelles du travail, donc de la naissance à la fin du contrat de travail, avec tous les éléments que vous avez en tête. 77 conventions collectives à essayer de faire converger avec beaucoup de questions de fond. On a eu une réunion de négociation vendredi dernier, on continue à la fin du mois. Et puis on a derrière nous, et ça sera la dernière partie, les questions d'emploi et de formation qui ont déjà été bien travaillées ensemble, les questions de protection sociale, les questions de rémunération et les questions de dialogue social. Pour répondre très concrètement à la question, notre objectif commun, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces négociations que je qualifierais de techniques et de fondamentales soit terminé à la fin de l'année 2019. Donc, derrière ça, il va falloir qu'on travaille sur 2 autres sujets. Ce qu'on appelle entre nous les mesures transitoires, parce que tout ça ne va pas se faire sans accompagnement juridique. On ne passe pas d'un système A qui nous a tous activés pendant 50 ans à un autre système. Ça nous prendra quelques mois, sans doute jusqu'au printemps 2020. Et ensuite, il faudra que l'on aborde la question de la transposition de l'ensemble de ces règles et de ce socle commun dans chacun des territoires. Et là, on rentrera dans la phase, évidemment, de transposition. Et c'est un sujet qui nous occupera vraisemblablement au cours du 2e semestre de l'année 2020. Voilà très précisément le calendrier que nous avons en tête. Très bien. Alors, je propose d'aborder justement un sujet qui est vraiment central, en particulier pour nous, organisation catégorielle. C'est, et je vais citer en vrac 2-3 éléments, et là, les invités vont de façon certaine réagir. La convention, évidemment, ingénieur et cadre disparaît, on l'a bien compris. Vous avez cité les différentes conventions territoriales. La question, et il va y en avoir ici, c'est probablement comment est-ce qu'on va prendre en compte cette certaine hétérogénéité qui peut exister. Et puis, plus généralement, l'encadrement, c'est ce qui nous intéresse, comme vous le savez, au premier chef.
quid de votre position et quid des questions des invités sur l'avenir de l'encadrement. La CFE-CGC a proposé un certain nombre de choses pour peut-être détourer ce que l'on appelle encadrement. Ça serait intéressant peut-être d'avoir une interaction sur ce sujet central. Et rassurez-vous, on parlera de classification après, voire de relations individuelles du travail. Mais commençons par le plus général, c'est-à-dire... Non, ne soyez pas inquiets. Donc, nous avons bien répété. Donc, peut-être sur l'encadrement, l'avenir des conventions territoriales. Christine. Monsieur Mongon, merci pour votre présentation. Avant de poser la question sur l'encadrement, moi, quand vous avez donné cet agenda, je voudrais juste avant vous poser une petite question quant à la préparation des sociétés adhérentes à l'UMM, parce qu'avant de se lancer là-dedans, il y a tout un travail de fond. Ne serait-ce déjà un exemple sur les classifications avec les descriptions de postes. Vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, fait de manière régulière ou partagée, ou enfin, je ne vais pas chercher tous les adjectifs, mais qui pourraient être subjectifs, mais qui ne le seront pas demain d'ailleurs, dans la nouvelle classification, puisqu'il y aura une certaine clarté et transparence avec tout ce que nous avons compris, avec les exercices que nous avons faits jusqu'à présent. Donc déjà, premier point, cette première question. Mais j'embraye tout de suite sur la deuxième, parce que je ne vais pas vous laisser répondre, sinon je ne pourrais pas poser ma deuxième question. Surtout que les questions doivent être plus courtes que les réponses, si possible. Et donc la deuxième... Oui, pardonnez-moi pour mon introduction un peu longue, mais j'essaie de peut-être plus court. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, l'avenir, justement, de la classification. On a vu donc un système unique de classement, par critères classants, donc ça devrait rendre les choses plus claires. Mais cette nouvelle convention, elle doit être attractive pour fidéliser les salariés et encourager la progression de carrière. Donc la question qu'on se pose, c'est comment cela va-t-il se passer? Ça, c'est la première question. C'est déjà la deuxième, là. Deuxième. Donc je laisse après mes collègues. Voilà, on prendra. Alors, je vais essayer de répondre le mieux possible, mais les questions sont extrêmement riches et méritent un tout petit peu de développement. Voilà, pardon, je remets l'oreillette comme ça, je vous entends mieux. Pardonnez-moi. Sur la qualité des travaux et des réflexions et des préparations de nos entreprises, on a tous en tête que lorsqu'on a commencé à réfléchir à l'ensemble de ces sujets, c'était il y a maintenant 4 ans, à peu près, un petit peu plus de 4 ans. Et on a pris entre nous, entre entreprises de l'UMM, côté employeur, pratiquement un an et demi pour débattre entre nous de l'intérêt, de la complexité, de l'objectif d'un chantier comme celui qui est ouvert aujourd'hui. Et la conviction qui était celle des entreprises était assez claire et on continue à la partager aujourd'hui. Ça fait régulièrement l'objet de débats parce qu'il n'y a rien qui va de soi par principe. Mais aujourd'hui, les choses sont très claires dans notre esprit. On ne retire rien à la volonté qui était la nôtre il y a quelques années d'essayer de transformer pour le bien commun, je dirais, nos outils sociaux pour permettre d'une part effectivement à l'industrie de continuer à exister dans ce pays et d'autre part de faire en sorte, et ça rejoint votre question sur l'attractivité, que l'on ait des salariés qui soient bien dans nos entreprises, aujourd'hui, demain ou après-demain, et y compris pour les nouvelles générations. Donc c'est vraiment les deux objectifs qu'on se fixe. C'est à la fois faire en sorte qu'on ait des entreprises qui soient compétitives, d'une part, et que l'on ait des salariés qui soient bien dans l'entreprise et dans les entreprises qui sont ceux que nous représentons. Dans ce contexte-là, je sais que vous avez de votre côté également mené de gros débats sur... finalement un acte assez courageux qui était de revenir sur un certain nombre de négociations et de contenus sur un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que la question se pose aujourd'hui de savoir, notamment s'agissant de la 650, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, de savoir effectivement les uns et les autres qu'est-ce que nous voulions en faire. Alors je vais vous répondre là-dessus et après je vais répondre sur les classifications. Sur le sujet de l'encadrement, Gabriel Martero m'a dit que nous étions entre nous, donc je vais essayer de répondre à une question un peu en avance de phase et je compte sur votre discrétion par rapport à des réponses que nous apporterons dans les prochaines semaines dans le cadre des négociations. Il n'y a que des CFE-CGC ici, donc soyez rassurés. C'est pour ça que je sais que je peux me livrer et Gabriel Martero m'a donné quelques assurances de ce côté-là. Donc pour que nos débats soient intéressants, je vais répondre très précisément à votre question.
On a 3 objectifs par rapport à ça. La première chose, c'est que nous savons tous qu'il y a un certain nombre de sujets, très honnêtement, où la différence que nous avons dans les textes actuels entre les cadres et les non-cadres mérite d'être vue et retravaillée. Je prends un exemple très concret. L'ancienneté, en général, telle qu'elle est prise en compte aujourd'hui dans les conventions collectives, il n'y a pas forcément de raison fondamentale qu'il y ait de différence entre l'ancienneté acquise par un opérateur, un technicien, un agent de maîtrise ou un cadre, je dirais par nature. Et il y a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on pense collectivement que le temps est venu d'essayer de trouver des points de convergence. Le deuxième point que l'on a à l'esprit, néanmoins, c'est que nous devons absolument, et c'est une demande de nos entreprises également, conserver des spécificités pour les cadres, parce que les niveaux de responsabilité, parce que le contenu des emplois, parce que l'expertise, parce que le management, enfin tous les éléments qu'on a bien en tête, méritent absolument de garder des spécificités, et je parle de points très techniques, points précis, et je parle de curseurs spécifiques pour les cadres où on va dire l'encadrement au sens large. Et donc la question qui se pose à ce stade de la négociation, c'est de savoir si nous serions ouverts à la façon dont on pourrait conserver ce que j'appelle pour l'instant des spécificités pour les cadres. Pour être tout à fait précis, c'est un sujet qu'on débattra demain avec nos instances, mais la recommandation que je ferai est effectivement de garder des spécificités pour les cadres. Donc je pense avoir répondu à cette question-là. Oui. La question que l'on va traiter de façon très concrète, c'est quel est le véhicule juridique pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse effectivement traiter ces spécificités. Là-dessus, il y a plusieurs solutions. Pardonnez-moi ce soir de ne pas rentrer dans la technique. Non, surtout pas. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses et sur lesquelles j'ai besoin de discuter avec les négociateurs que vous êtes pour être sûr de répondre le mieux possible au dispositif. Voilà ma réponse très concrète et précise. Je pense qu'elle devrait vous convenir. Alors, je pose la question à Bruno et à Xavier. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous avez une remarque particulière à faire? C'est le moment où une proposition sur un point ou un point spécifique qui vous tient à cœur en termes de choses à détourer. Alors, avoir un texte spécifique encadrement, c'est évidemment quelque chose qui nous est très cher et auquel nous sommes très attachés, vous l'avez bien compris. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'attractivité. Un des objectifs auxquels doit répondre le futur texte, nous avons vu et lu un certain nombre de mesures d'ores et déjà négociées et qui ont été mises en réserve, mises au frigo, comme on l'entend souvent. J'aimerais que vous puissiez nous dire en quoi ces textes déjà négociés sont de nature à répondre à faire de la branche qu'elle soit attractive pour les salariés, futurs salariés qui voudraient la rejoindre, parce que quand on lit ces mesures, ça ne saute pas naturellement aux yeux comme ça. Alors, je vais essayer de pointer du doigt quelques sujets. Mais le sujet que vous évoquez est un sujet majeur pour tout le monde. Oui, évidemment pour les salariés, mais également pour les chefs d'entreprise qui, vous le savez, ont des difficultés aujourd'hui à recruter sur le marché du travail. Je vais rebondir directement sur la question de Madame tout à l'heure sur le sujet des classifications. Vous avez vu que nous avons souhaité collectivement traiter les classifications en tête de négociation globale. Et c'était un acte délibéré pour essayer de faire en sorte que l'on puisse envoyer un certain nombre de messages à tous ceux qui nous observent, salariés et chefs d'entreprise. Qu'est-ce que l'on a voulu faire dans ce chantier-là? C'est, vous le savez, aujourd'hui, on a 4 systèmes de classification qui datent des années 70. Il n'était que temps de se réinterroger sur la façon dont on organise, je dirais, le travail dans l'entreprise et la façon dont le management et la direction de l'entreprise puissent prendre en compte les spécificités des emplois. Et derrière chaque emploi, évidemment, on sait qu'il y a des salariés. Ce que l'on a voulu faire collectivement par rapport à ça, c'est en changeant 4 critères classants sur 6, finalement, c'est évidemment de conserver un élément de point de repère très important sur l'autonomie et la responsabilité. Ça nous semblait à tous majeur. Mais on a été extrêmement attentif à pouvoir ouvrir le champ des critères qui sont pris en compte pour classer les emplois de l'entreprise
sur des sujets non seulement de management, mais de coopération, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, n'importe quel salarié de l'entreprise souhaite partager et coopérer au projet général de l'entreprise, quel que soit son niveau de responsabilité, même s'il est arrivé lundi. On a souhaité également intégrer dans les critères classants des éléments sur la communication, parce qu'on sait aujourd'hui que les salariés souhaitent communiquer et quelque part recevoir un certain nombre d'informations très précises et quel que soit le degré de responsabilité. Et on ne souhaite pas qu'il y ait de décalage entre ce que des salariés vivent à l'extérieur de l'entreprise, dans une société ultra connectée, et la façon dont ils le vivent dans l'entreprise, avec une réunion d'information par mois ou par an, dans le pire des cas, et où on leur explique ce qu'on a envie de leur expliquer. C'est plus possible, c'est plus admissible. Et donc on a souhaité que ce critère de communication soit pris en compte au plus bas de l'organisation de l'entreprise. De la même façon, on est sur des sujets qui sont extrêmement importants pour nous, qui visent à prendre en compte, et c'est majeur, et je m'arrêterai là-dessus, sur le niveau de contribution. On ne peut pas aujourd'hui demander à des salariés de s'investir, quel que soit le niveau de responsabilité, sans prendre en compte la contribution qui est la leur dans l'organisation, qui est celle de l'entreprise industrielle du XXIe siècle. Derrière chacun de ces critères, il y a une volonté claire et nette de montrer que l'entreprise de demain ne peut plus être l'entreprise d'hier. Et ce que l'on souhaite à travers ce chantier des classifications, c'est d'envoyer, et c'est ce que l'on fait en permanence, ça fait plus d'1 an et demi que nous tournons partout dans les territoires, je sais que vous le faites également, pour expliquer à quoi correspond ce projet global, disposition conventionnelle nouvelle, mais également ces classifications. Et clairement, le message que l'on tient à l'ensemble des directions, des comités exécutifs, c'est que c'est un sujet de niveau comité exécutif. Ça veut dire que clairement, on est en train de s'attaquer au management général de l'entreprise, à l'organisation générale de l'entreprise, et dans le cadre des objectifs que nous poursuivons collectivement. Je peux vous dire que ça secoue, que ça mobilise, que les chefs d'entreprise, évidemment, nous interpellent et nous posent énormément de questions, mais les retours que nous avons de la majorité, très grande majorité des entreprises, est extrêmement positifs dans le questionnement qui est posé à travers le chantier que nous avons ouvert. Alors, si vous me permettez... Et donc, quelque part, quand on parle d'attractivité, on est bien sur des enjeux de ce type-là. Quand on est sur les questions de santé ou d'environnement de travail ou de conditions de travail, je sais que vous l'avez fait. Pour ceux qui ne l'ont pas eu encore le temps de le faire, je vous invite à aller voir ce que nous avons mis en réserve sur ces champs-là. Il n'y a pas un sujet qui n'a pas été ouvert et sur lequel on ne contribue pas comme en termes de référence, et c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui faire, de façon à ce que nos entreprises puissent avoir comme point de repère un certain nombre de sujets qui nous paraissent fondamentaux pour l'environnement de travail de nos salariés. Oui. Alors, et c'est quelque chose, très honnêtement, qui est assez novateur. Pardon. Je voudrais, comme on dit, rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir que vous avez relié presque naturellement classification et attractivité, mais je voudrais entendre mes camarades sur le fait que cette classification, peut-être paradoxalement, aujourd'hui, peut-être parce qu'elle n'est pas assez connue, elle suscitera peut-être de l'attractivité, mais elle suscite des interrogations. Hein. Je vais les laisser évidemment s'exprimer, mais on a parlé de carrière, entre guillemets, en tôle ondulée. Je ne suis pas un bon mécanicien, pas très bon en bricolage, mais enfin, je vois à peu près de quoi il retourne. Il y a donc des interrogations sur ces carrières, ces classifications qui vont bouger, chose qui n'était moins le cas avec le système actuel. Et j'imagine que dans la salle, comme ici, nos représentants, par rapport à ça, ont forcément des questions ou peut-être des idées pour peut-être renforcer cette attractivité ou en tout cas apaiser les craintes, peut-être justifiées, peut-être injustifiées, qu'il y a par rapport à ça. Bruno. La principale crainte qui se relève aujourd'hui et qu'il faudra lever, c'est qu'on avait un phénomène de carrière, j'allais dire, si on peut l'exprimer comme ça, à cliquer. Et la présentation qui peut être faite aujourd'hui, ou en tout cas l'exercice qui pourrait être traduit, c'est que ce système à cliquer, même si de par la loi il pourrait être bloqué toujours sur la partie salaire,
On le voit déjà des phénomènes dans les constructions parallèles de certains grands groupes sur des nouvelles écritures de fonctions, que ça impacte d'autres éléments de la rémunération, les parts variables et ainsi de suite. Et c'est là où les salariés sont assez inquiets, et notamment les salariés de l'encadrement. Donc comment ce nouveau système pourra permettre d'éviter ce genre de couac qu'on en a déjà dans les dispositifs mis en œuvre? Alors, il y a plusieurs dimensions, dans votre question pour essayer de répondre le mieux possible. Vous parliez de l'effet cliquet et de finalement des étapes telles qu'elles étaient construites aujourd'hui dans les textes de nos conventions collectives. C'est un sujet, vous l'imaginez bien, qui a été extrêmement débattu pendant de longs mois entre les uns et les autres. Et avec là-dessus, finalement, l'émergence d'un principe qui consistait à faire en sorte que l'analyse du classement des salariés dans l'entreprise relève avant tout de la responsabilité de l'emploi exercé. Et c'est vrai qu'un certain nombre de dispositions pouvaient être considérées par un certain nombre de salariés comme étant relativement injustes ou inéquitables. Néanmoins, on a voulu sécuriser une certaine forme de cohérence, vous le savez, entre l'acquisition d'un diplôme et la façon dont le chef d'entreprise peut être amené à demander à ce que ce diplôme soit pris en compte au titre de la responsabilité ou de l'emploi exercé. Et donc, il a été décidé collectivement. Sachez que l'UMM et nos équipes ont été plutôt très allantes là-dessus, et les entreprises l'ont, je trouve, assez bien comprise, que lorsqu'un chef d'entreprise demande dans une annonce, qu'elle soit on va dire digitale ou autre, l'acquisition d'un diplôme, que bien évidemment l'emploi exercé puisse être cohérent par rapport au diplôme qui est demandé. Ça, c'était fondamental pour vous, c'était fondamental pour nous, et c'est quelque chose sur lequel on s'est mis tout à fait d'accord. La deuxième chose, c'est que nous avons également essayé de travailler la cohérence des plans de formation, et notamment des plans de formation et des formations qualifiantes ou diplômantes, et de faire en sorte qu'à partir du moment où le salarié et l'employeur se mettent d'accord sur la mise en œuvre d'une formation diplômante ou qualifiante, lorsqu'une opportunité se présente dans l'entreprise, le salarié qui a suivi cette formation diplômante ou qualifiante puisse être prioritaire dans l'ensemble des candidatures qui seront étudiées. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se raconter d'histoire. On est face à une transformation profonde de la façon dont les classifications ont été mises en œuvre jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que quand on a nos entreprises en face, on parle avec eux d'un projet de transformation et on parle bien de pilotage de changement. Et comme toute politique de changement ou de transformation, elle doit être appréhendée au plus haut niveau et de façon la plus complète possible. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a sécurisé le fait que quelqu'un qui avait le statut cadre puisse évidemment continuer, quel que soit le classement qui sera le sien dans la nouvelle organisation, être sécurisé en tant que cadre pour tous les avantages et les dispositions relatives à ce statut. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Et bien évidemment après, les organisations d'entreprises et les organisations syndicales et de représentants du personnel auront à cœur de pouvoir stabiliser les socles et les pratiques sociales et salariales qui sont ceux des salariés qu'ils représentent. Et je sais que vous le ferez de façon tout à fait précise. Alors, si vous me Donc permettez... on est effectivement face à une transformation profonde du dispositif, mais encore une fois, je crois pour le bien de tous. Alors, ce que vous dites est vu comme tellement intéressant qu'on me demande la parole de toutes parts. Alors, ça tombe très bien, parce que nous avons plein de micros. Alors, dans l'ordre, nous avons Fabrice, Xavier et Christine. Oui. Moi, la question, on vient de faire, M. Mongeau vient de faire un exercice première mondiale, je crois, un exercice de cotation à 400 dans la salle. Et on s'est bien rendu compte de l'importance de la qualité des descriptions des fiches de poste. Nous, on avait fait 120, on n'a jamais été au-delà. Non, mais nous, on vise plus haut, parce que quand même... oui, mais vous imaginez bien. Ça ne me surprend pas.
Et la question qui revient à l'issue de cet exercice, c'est mais est-ce que, quand on se rend compte de l'importance de la fiche de poste, est-ce que les entreprises sont-elles prêtes? Sont-elles bien conscientes des moyens qu'il faut mettre en place? Parce que qu'elles soient petites ou grandes, la plupart du temps, les fiches de poste ne sont pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour que la cotation soit juste. Et de manière très lapidaire et un peu grossière, je dis souvent fiche de poste pourrie, cotation pourrie. Est-ce que comment les entreprises se préparent-elles à ce chantier qui nous semble assez gigantesque et pour être franc, certains d'entre nous doutent qu'elles le fassent aussi bien que ce qu'on a imaginé collectivement quand on a négocié cet accord? Alors là, vous soulevez un point qui a fait l'objet, en ce qui me concerne, allez, je vais être poli entre nous, de challenge de la part de nos entreprises. Il n'y a pas une réunion auquel on n'a pas participé, comme vous le faites ce soir, où cette question-là n'a pas été posée. Nous avons souhaité à l'UMM tenir le cap, puisque vous avez parfaitement raison, ça sera une charge exceptionnelle pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça sera une charge nouvelle pour ceux qui n'avaient pas mis ça au cœur de leur agenda, et nous avons acté avec l'ensemble des organisations syndicales que c'était un point totalement incontournable de la mise en œuvre des nouvelles classifications. Vous y serez attentifs, nous y serons attentifs, ça fait partie des fondamentaux du texte. Incontournable. Je ne vous cache pas que les entreprises nous ont énormément, on va dire, challengé, questionné, interpellé, j'ose engueuler, en nous expliquant que soit ils en avaient déjà, soit que ce n'était pas une priorité, soit que, etc. Aujourd'hui, il y a un véritable consensus et je peux vous dire qu'on a environ, et depuis 1 an et demi, une réunion par semaine avec l'ensemble de nos entreprises. On est dans les territoires. À titre personnel, moi, c'est une journée par semaine également, au minimum. J'étais à Charleville-Mézières il n'y a pas longtemps. J'étais à Niort, à Limoges il n'y a pas très longtemps, à Limoges. On est vraiment dans des contextes qui a profondément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises comprennent que si on veut réussir cette transformation, ça passera par des fiches d'emploi bien rédigées, professionnelles, et qui, évidemment, obtiennent un consensus de la part des hiérarchies et des salariés. Sans cet exercice, on n'y arrivera pas. Donc, dans ce contexte-là, oui, vous avez raison. Vous savez que c'est comme partout. On a 20% d'entreprises formidables, on a 20% d'entreprises qui, malheureusement, ne seront pas au rendez-vous, mais pas plus sur ce sujet-là, sur d'autres. L'objectif pour nous, c'est d'emmener 80% de nos entreprises à adhérer à ces principes. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui, même si ça continue à faire débat, que ce sujet est stabilisé, clos, et qu'on ne laissera pas un millimètre, je dirais, d'écart entre ce qui est aujourd'hui demandé, ce qui sera demandé dans les textes et les pratiques de nos entreprises. Il en va de la qualité de la mise en œuvre du dispositif. Alors, Xavier trépigne d'impatience. Xavier trépigne d'impatience, donc je vais lui donner la parole, sinon il va y avoir un problème sur scène. Donc, la parole est à toi. Face à ce chantier colossal de la mise en œuvre des futures classifications, comment allez-vous convaincre les entreprises de la branche de ne pas succomber à la tentation de mettre en place une matrice de transposition entre les actuelles grilles et les futures qui n'aurait pour seul objectif de contenir la masse salariale et qui viendrait anéantir tout le côté rationnel de ce qui a été bâti sur ce sujet des futures classifications? Alors, je vais être très clair avec vous, ni plus ni moins que ce qui est fait tous les jours et depuis 1970 ou 71. À titre personnel, c'est la 3e classification que je négocie dans 3 secteurs différents. C'est le 3e. Faut pas se raconter d'histoire. On aura toujours des chefs d'entreprise, des DRH qui passeront à travers l'exigence qui est la nôtre collective et qui trouveront des raccourcis qu'on ne peut que dénoncer aujourd'hui. Et je n'ai pas cessé depuis plus de 3 ans qu'on travaille sur ces sujets de répéter ce que je vous dis ce soir. Et nous le condamnerons très fermement, on l'a déjà dit. Ce que je note dans l'ensemble des réunions auxquelles on participe, c'est que je trouve de moins en moins d'entreprises qui m'expliquent qu'ils feront ça sur un coin de table en 15 minutes parce que très honnêtement, ce n'est pas le sujet. D'abord, je vous fais confiance et c'est tout le rôle et la responsabilité qui est la nôtre collectivement
avec nos représentants des salariés, de faire en sorte que l'on en fasse un véritable projet d'entreprise. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la majorité de nos entreprises ont bien compris que ce sujet constitue le socle de la mise en place du nouveau dispositif conventionnel et très honnêtement en voit aujourd'hui le sens, l'intérêt, y compris au plus haut niveau de l'entreprise. Et pour avoir échangé régulièrement avec un certain nombre de présidents de grands groupes du CAC 40, adhérents à l'UMM, très honnêtement, j'ai plutôt eu des échanges d'une qualité que je juge très professionnelle de ce point de vue-là. Donc, pas de faux semblants, on n'écartera pas les mauvaises pratiques et des chefs d'entreprise qui, comme sur ce sujet-là ou sur d'autres, ne respecteront pas la loi et l'esprit de la loi. Mais très honnêtement, je suis plutôt aujourd'hui assez confiant dans ce que je vois, ce que j'entends et ce que j'observe, dans la capacité que l'on aura à essayer de démontrer que, pour une fois, l'objectif, c'est ensemble de montrer qu'on sait prendre nos responsabilités. Merci. Christine. Monsieur Mangan, on a encore beaucoup de questions, donc je vais essayer de vous en poser deux. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà, c'est pour ça. Donc je vais faire très vite. Vous avez parlé des diplômes. Alors la question auquel nous sommes très attachés, bien entendu, mais comment intégrer les diplômes sans que cela soit un facteur discriminant, comme actuellement avec les conventions collectives actuelles? Première question. Et deuxième question, mais c'est au niveau, on a parlé tout à l'heure justement des cotations, la certification du nouveau système de classement. Qui seront les cotateurs? Quand cela sera-t-il organisé? Comment? Financé par qui? Et nous espérons véritablement, puisque vous nous avez dit qu'il y avait une totale transparence, que les IRP soient impliqués dans cette démarche pour que ce soit quelque chose qui soit fait en partenariat dans l'entreprise. Alors peut-être Monsieur Mangan et puis peut-être j'entends des applaudissements, c'est ça? Pourra donner un élément aussi, ou Fabrice. Allez-y, Monsieur Mangan, et puis après peut-être Fabrice ou Gabi pourront compléter. Alors, deux questions. D'abord, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous sommes extrêmement attachés, bien évidemment, au diplôme, et de quelque niveau que ce soit, du CAP au Bac Pro, au BTS, DUT, diplôme d'ingénieur. Là-dessus, il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté entre vous et avec l'ensemble des organisations. On l'a toujours dit, on l'a redit. Vous savez toute l'importance qu'on attache à la formation professionnelle dans nos organisations, dans nos entreprises et dans la métallurgie. Nous sommes au cœur d'une réforme extrêmement profonde, systémique. Vous savez que l'UMM a la responsabilité du premier réseau de pôles de formation privés en France. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer ni d'approche ni de philosophie. Ce qui veut dire très concrètement, c'est qu'on ne peut pas demander à des salariés de suivre des formations continues sans qu'évidemment elles soient prises en compte. La seule chose qu'on leur dit depuis le début, c'est que quand on va chercher un diplôme, et c'est souvent au prix d'un investissement et d'un effort personnel, familial très important et professionnel, c'est évidemment pour que ce diplôme puisse trouver sa place et son illustration dans les responsabilités des emplois que l'on occupe. Et le lien que l'on fait, et d'ailleurs dans le texte que vous avez entre les mains, du texte qui est mis en réserve, on met très clairement en exergue non pas des grilles de correspondance, parce que ça n'a pas de sens par rapport aux emplois qui seront réellement exercés, mais des points de repère. Et la CFE-CGC y était très attentif, et je pense que vous avez eu, je peux vous le dire maintenant, Gabriel Artero sourira sans doute, eu raison de pouvoir et de demander et d'exiger que cette grille, non pas d'équivalence, mais en tout cas de points de repère, soit inscrite noir sur blanc dans le texte futur de nos textes conventionnels, parce que c'est évidemment fondamental. La seule chose que l'on a en tête néanmoins, c'est que nous ne souhaitions pas, et ça je suis très clair avec vous également, que parce qu'on a un diplôme et parce qu'on a eu la chance un jour de pouvoir décrocher un diplôme face à un salarié qui, pour d'autres raisons, n'a pas eu l'occasion de le faire ou l'opportunité de le faire, qu'à l'arrivée, puisse y avoir des différences. Ce qui nous importe, vous l'avez vu dans les classifications, c'est le contenu de l'emploi exercé, le contenu de la responsabilité exercée, et bien évidemment, dans ce contexte-là, le diplôme a toute sa place. Mais ce n'est que dans ce contexte-là qu'il a sa place.
Vous m'avez posé une deuxième série de questions. C'était sur Si les vous pouvez avoir la cotateurs. gentillesse de... Sur les cotateurs, on voulait savoir. Oui. Et on voulait Alors, être, en tant même chose, qu'IRP, très associé à important, cette et la place démarche. des représentants du personnel. Exactement. On a, vous l'avez vu, acté dans les textes la mise en place d'un CCPM, puisque vous aviez eu raison d'insister, et ça faisait partie des aspirations d'ailleurs d'un certain nombre d'entreprises, pour faire en sorte que ceux qui auront en charge dans l'entreprise le déploiement opérationnel de cette classification puissent être certifiés par un, je l'appelle, pardonnez-moi le terme, un label qui soit construit, référencé, validé par la branche avec la validation de l'ensemble des organisations syndicales. Ce que nous souhaitions absolument, c'est qu'on ne s'invente pas responsable du déploiement des classifications. Et ceci, ni du côté des salariés, ni du côté des chefs d'entreprise, et que l'on puisse avoir un point de passage, un point de repère extrêmement important, qui puisse être connu de façon tout à fait transparente par les uns et par les autres, comme étant des professionnels qui, en étant détenteurs de ces CCPM validés par la branche dans son contenu, c'est-à-dire en termes de référentiel, puissent effectivement avoir une sorte de labellisation de la part de la branche pour pouvoir intervenir, aider, accompagner, être facilitateur de la mise en place de ces classifications. Le référentiel, alors que je vous parle, je parle sous le contrôle de Gabriel Artero, Fabrice Nicou et de tous ceux et celles qui sont autour de la table et qui participent à ces travaux activement, et que je remercie dans le cadre d'un GTP classification. C'est un sujet que l'on veut absolument traiter. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire avant l'été, mais à la rentrée, on va s'y attacher. On va se mobiliser pour que l'on puisse avoir un référentiel qui soit extrêmement professionnel et qui puisse nous permettre demain de labelliser les personnes qui seront en charge de ce déploiement. Je pense que ça répond à votre question. La deuxième question sur la présence et évidemment l'intégration des représentants du personnel, et là c'est l'ancien DRH qui parle, c'est évidemment totalement fondamental. Nous n'arrêtons pas de répéter à nos entreprises qu'un sujet comme ça ne peut réussir qu'avec l'action et la coopération des représentants du personnel de quelque étiquette qu'elle soit. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet d'entreprise. Je ne connais pas, par expérience personnelle, un projet d'entreprise qui ne soit pas mis en œuvre et surtout qui réussisse sans le support et l'accompagnement des responsables et des représentants des salariés de l'entreprise. Ce qui veut dire que très concrètement, comme les entreprises industrielles savent le faire, lorsqu'elles ont à mettre en place des fusions, des restructurations, des nouveaux moyens, des nouveaux investissements, le lancement de nouveaux produits, tout ça ne peut se faire qu'avec évidemment une information et une consultation du CSE, ne peut se faire qu'avec, pour les entreprises qui le sont, une action très précise des représentants de proximité et une action des organisations syndicales. Nous sommes d'une clarté totale, et ce n'est pas de la pédagogie parce que je suis face à vous et j'ai beaucoup d'exemples en tête quand on évoque ces questions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plutôt en face de nous, et heureusement au XXIe siècle, des chefs d'entreprise qui comprennent ce que je suis en train de vous dire là. Donc sachez et croyez bien qu'on sera extrêmement, parce qu'on l'est depuis plus de 2 ans maintenant, extrêmement, j'ai envie de dire, allant sur ce sujet-là, quitte à déranger, mais l'enjeu est trop important pour qu'on puisse échouer dans cette mise en œuvre opérationnelle d'un dispositif comme celui-là. Alors, d'abord, on est très contraint par le temps, donc ça passe vite, 45 minutes. Toutefois, Gabi voudrait ajouter quelque chose, et ensuite, pour ne pas frustrer ceux qui sont là, on leur demandera s'ils ont une question complémentaire à poser, et sinon, j'en aurai une pour clore cet entretien. Gabi. Oui, alors merci de votre transparence. Nous allons être transparents aussi en retour. Vous êtes allant sur le terme. Je crains le pire.
Oui, vous savez que quand je commence à distiller les compliments, généralement arrive le reste derrière. Oui. Voilà. Et donc ça arrive, n'en doutez pas. Donc vous êtes allant sur le terme. Nous, pour tout vous dire, nous sommes moins pressés. Alors la classification, nous en avons beaucoup parlé cet après-midi. Il reste qu'un certain nombre de sujets, le thème numéro 5, le thème numéro 7, le 8, n'en parlons même pas, nous font craindre... dans ce que l'on voit en termes des échanges, que la recherche de l'équilibre est pour le moins périlleux entre le moins-disant social, qui est un petit peu le réflexe que vous traduisez dans les négociations, et nous qui essayons de rééquilibrer le système en disant mais depuis tous les blocs que nous avons passés, on peine à trouver les éléments où vous avez fait beaucoup d'efforts pour justement amener à ce que la branche redevienne attractive. Oui, je vois que vous dodinez de la tête, mais enfin, c'est notre point de vue. Et je dirais que nous ne sommes pas rendus et que nous trouvons pour le moins que vous ne mettez pas toujours le même allant dans la recherche d'équilibre qui fasse qu'on puisse équilibrer tout le système. En tous les cas, en ce qui nous concerne, pour l'instant, enfin, si je reprenais l'expression de certains de mes camarades, le compte n'y est pas. Alors c'est normal puisque la négociation n'est pas terminée. Et ce que je dis souvent à nos entreprises, c'est que si nous avions voulu mener à bien un chantier de ce type-là, tout seul, je pense qu'en 3 mois, on aurait plié l'affaire, d'ailleurs les uns ou les autres. Nous croyons à l'UMM depuis des décennies. Et à titre personnel, j'adhère totalement à cette idée qu'il n'y a pas de norme sociale plus solide que lorsqu'elle est construite dans le dialogue et dans la négociation. Ce que l'on cherche à faire ensemble, c'est d'essayer de construire le paysage social des décennies à venir, on le sait tous. Et je le sais et nous le savons, un chantier de ce type-là est... fatigant, usant, il y a des moments de doute, on a des coups de moins bien, on a, etc. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la conviction est intacte sur la volonté de transformer notre paysage, mais pour le bien commun, et non pas transformer pour le transformer. Et donc, oui, bien évidemment, si on essaye, et c'est pas facile, je prends l'exemple des conventions collectives, lorsque vous vous intéressez, ce qu'on n'avait jamais fait collectivement, au contenu des 77 conventions collectives, et que bien évidemment, vous l'avez compris, on ne cherche pas forcément à aligner toutes les conventions collectives par le haut systématiquement. Ce qui est dommage. Ce que l'on cherche, c'est d'essayer de trouver des points de convergence. Oui, je l'entends, mais... Enfin, c'est l'opinion de ceux qui sont dans la salle, en tout cas. Je ne fais que, évidemment, traduire, bien entendu. Ce n'est pas mon opinion personnelle, mais c'est l'opinion de... Oui, non, je comprends. Je ne peux que le comprendre. Bon, et de la même façon que je vous sais responsable, et donc vous avez évidemment en tête que l'alignement systématique par le haut n'est ni réaliste ni raisonnable. De la même façon, nos chefs d'entreprise ont bien compris que ça sera un chantier qui ne permettra pas de résoudre tous les sujets et toutes les questions. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver ces points d'équilibre, comme vous dites. Ce que là on a décidé, c'est qu'à travers l'ensemble des thèmes qui sont abordés au fur et à mesure, effectivement, c'est de les mettre en réserve. Ce qui veut dire très concrètement, c'est pas parce qu'ils sont mis en réserve qu'on les ressortira pas du frigo. L'objectif, néanmoins, n'est pas de revenir sur chacun des sujets qui auraient été négociés, sinon dans 20 ans on y est encore, mais d'essayer de trouver en phase finale de négociation, effectivement, les points d'équilibre pour les uns et pour les autres, puisqu'à un moment donné, on sera tous au pied du mur et il faudra qu'on détermine si oui ou non on a envie d'apposer une signature sur un texte global. Ce temps-là arrivera vraisemblablement dans un temps assez court, puisqu'on aura besoin les autres d'un moment de vérité. Voilà. Et je ne doute pas, parce qu'on l'a déjà vu sur un certain nombre de sujets, qu'on trouvera les points de convergence qui seront nécessaires pour faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Et je vous sais responsable et je nous sais responsable. Et donc, voilà, pour l'instant, je n'injurie pas l'avenir et je n'hypothèque pas l'avenir non plus. Sachez que sur l'ensemble des points qui ont été mis en œuvre, on est également à la manœuvre pour faire comprendre à nos entreprises qu'à un moment donné, il va falloir changer de siècle et aborder les sujets comme on doit le faire aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que l'on essaie de faire et ça tombe bien parce que je sors de 4 heures de commission sociale et je peux vous dire que les sujets ont été houleux.
Mais j'aurai sans doute quelques nouvelles intéressantes à vous proposer, M. Artero, le 28 juin prochain. Alors, nous sommes quasiment à la fin. Xavier, une question, et puis j'en aurai peut-être moi-même une si Xavier n'a pas été trop long et si la réponse n'a pas été non plus. Vas-y. En écho à l'interpellation de Gabriel, interpellation précédente, Monsieur Mongon, le thème numéro 5 qui fait l'actualité de la négociation nous laisse percevoir plutôt actuellement des coups de rabot social, en particulier pour le personnel d'encadrement. Quelle serait la mesure concrète que vous seriez à même de nous proposer pour renforcer l'attractivité de la branche, tout particulièrement pour le personnel d'encadrement ? Écoutez, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je ne vais pas me substituer à l'organisation syndicale qui est la vôtre. Donc je vous souhaite très créatif. Donc je vais attendre le 28 juin prochain. J'ai quelques idées, mais je ne peux pas faire le job à votre place. Non, clairement, il y a 3 choses, encore une fois, qu'on a bien en tête de notre côté. D'abord, sur un certain de sujets sur lequel, très honnêtement, aujourd'hui, la différence entre avantage cadre et non cadre a pas tellement de sens. J'ai parlé de l'ancienneté, c'est un sujet qu'il faut regarder. De votre côté également. Néanmoins, je l'ai dit, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons besoin, nous avons collectivement besoin de garder des curseurs qui ne seront pas les mêmes. Et donc là-dessus, il faudra qu'on soit à votre écoute pour faire en sorte que les choix que vous allez faire soient des choix qui, pour vous et pour nous, paraissent pertinents en lien avec les responsabilités, encore une fois, exercées par des cadres. Et il faut absolument qu'on arrive à stabiliser ça et on sera plutôt à votre écoute, évidemment, sur ce sujet-là. Et puis après, il y a les sujets sur lesquels vous avez besoin, et je le comprends très bien, de pouvoir innover. Moi, j'ai une petite idée personnelle, mais je ne vous la livrerai pas aujourd'hui, en lien notamment avec 2 enjeux principaux. Les attentes des cadres, notamment, qui ont accompagné l'industrie depuis des décennies et qui vont être amenés... et ils auront le droit de le faire, de se reposer dans les années à venir. Il serait assez légitime que l'on puisse s'intéresser à leur fin de parcours professionnel. Je rebondis sur la proposition de la ministre du Travail hier et aujourd'hui sur la façon dont on peut accompagner les parcours de fin de carrière et ça va vraisemblablement avec les sujets d'allongement de départ à la retraite. Donc là, il y a sûrement... une série de questions ou de chantiers qu'il faut qu'on travaille ensemble. Je ne sais pas si on y arrivera dans le contexte de ce dispositif conventionnel, mais moi je serais intéressé par des propositions sur ce type de registre. Et puis évidemment pour les jeunes, sur des enjeux qui sont de nature très différente, sur des enjeux d'organisation du travail, sur des enjeux de mobilité, sur des enjeux qui sont chers, sur des façons d'organiser la façon dont ils contribuent au travail aujourd'hui. Et si on veut rester attractif, il va falloir qu'on s'interroge sur la façon dont nos entreprises réagissent par rapport à l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà. 2 pistes, mais encore une fois, je n'ai pas envie de me substituer à des travaux que vous êtes sûrement en train de mener pour nous faire des propositions attractives et pardon, j'ose, réalistes et raisonnables. Voilà. Voilà, nous tenterons d'être à la fois raisonnables et créatifs comme nous essayons de l'être lorsque nous sommes en délégation le vendredi. Voilà. Je sais que... Et donc, ne vous inquiétez pas, notre créativité n'a quasiment aucune limite. Donc, mais je ne suis pas inquiet, je suis très concentré sur l'objectif. C'est sur ces paroles optimistes que j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que votre calvaire est provisoirement terminé puisque nous sommes au terme de cette discussion. Ce n'est pas un calvaire du tout. Voilà, je voudrais au nom de tous les participants qui sont à la fois
devant vous et qui sont dans la salle vous remercier du temps que vous avez bien voulu nous consacrer, parce que nous aussi, c'est une bonne opportunité pour la salle de savoir aussi qui on a en face et ils s'entendent parler d'un certain Hubert Mongon, mais ils ne savent pas qui c'est, ils ne savent pas ce qu'il pense, et donc c'était une occasion qui nous a paru intéressante pour sinon créer le lien, mais au moins mettre à la fois un visage et puis un état d'esprit derrière les questions, et puis que vous-même, vous voyez un petit peu le type de questions que se posent les salariés au travers de leurs représentants ici même. Donc, encore une fois, merci à vous du temps que vous avez bien voulu nous consacrer, et bien entendu, à très très bientôt. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre accueil, et le travail continue. Merci infiniment, en tout cas. Merci à vous. C'est très important pour nous tous. Bonne soirée à vous. Et je suis certain qu'on y arrivera ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous.